bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous accueillons Sylvie Boyer qui a rejoint assez récemment le périmètre de l'IHU au travers du laboratoire CESTIM. Et donc sa présentation rentre dans le cadre de ce que l'on a mis en place là, cette année, c'est-à-dire d'avoir de plus en plus de présentations en commun entre le domaine des sciences de l'homme et de la société, et notamment des aspects économiques, et d'autre part les sciences santé et biologie, dans l'idée donc de travailler de plus en plus ensemble sur évidemment les points qui nous sont communs. Et donc on la remercie d'avoir accepté de donner cette présentation aujourd'hui sur, vous voyez, à nouveau des aspects d'économie de la santé appliqués à un domaine plus particulier. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour m'avoir donné l'opportunité de vous présenter les travaux donc, que je mène donc, au CESTIM depuis j'ai commencé ma thèse de 2006 à 2010 et donc avec une entrée comme celui du professeur en cours plus récemment à l'IHU dans le cadre d'un poste de domaine de conférence. Donc je vais vous parler de choses qui sont voilà, peut-être moins habituelles que celles dont vous avez l'habitude. Et donc ma présentation va porter sur l'évaluation économique des stratégies de traitement du VIH donc, dans les pays à faibles ressources. Donc je vais commencer par un aperçu un peu général sur le contexte et pour mettre aussi en évidence les enjeux qui se posent donc, en termes d'économie de la santé. Alors tout d'abord, le traitement antirétroviral est aujourd'hui au cœur vraiment des stratégies de lutte contre le VIH dans les pays à faible ressources. Car il a donc le formidable pouvoir d'impacter la dynamique de l'épidémie. Donc c'est ce qu'on peut voir à partir de ce graphique où donc, le traitement antirétroviral a été introduit au début donc, des années 2000. Et donc on observe à partir de là un fléchissement de la courbe des décès liés au VIH donc depuis son introduction. Et on estime donc que 6,6 millions de décès ont été évités donc, entre 1996 et 2012. Et enfin, l'autre inflexion qui est très importante, depuis aussi l'introduction du traitement antirétroviral, c'est celle des nouvelles infections, bien qu'elles soient plus légères et qu'elle ait démarré à un stade plus tardif. Donc cette inflexion peut aussi s'expliquer à la fois par les efforts de prévention qui ont été entrepris, mais aussi par les bénéfices du traitement antirétroviral sur la réduction de la transmission du VIH. Donc ce graphique illustre aussi la formidable expansion du traitement antirétroviral dans les pays à faible ressources, où on est parti donc, de quelques milliers de patients au début des années 2000 à près de 10 millions de patients traités par antirétroviral à la fin de l'année 2012, avec l'objectif qui reste une priorité des Nations Unies, d'atteindre 15 millions de personnes traitées en 2015. Donc la lutte contre le VIH et le formidable accès au traitement antirétroviral qui a été qu'on a réussi à mettre en place au cours de la décennie précédente, soulève des enjeux considérables puisqu'en fait les besoins en traitement continuent d'augmenter, comme vous le voyez, donc notamment d'une part sous l'effet du vieillissement des programmes VIH eux-mêmes, donc les patients qui sont traités prophylactiques augmentent progressivement au fur et à mesure du temps, avec l'inclusion des nouveaux patients qui deviennent éligibles au traitement. On a aussi une augmentation des besoins en traitement de seconde ligne, donc une évolution des besoins en traitement qualitative, où on va avoir besoin de traitements plus puissants
et aussi une complexification des problématiques de prise en charge avec une augmentation des comorbidités. Un autre phénomène qui contribue à augmenter les besoins en traitement, c'est les nouvelles connaissances. On sait de plus en plus, il y a de plus en plus d'évidence que l'accès précoce au traitement a des bénéfices cliniques individuels pour les patients, mais aussi des bénéfices en termes de santé publique par la réduction de la transmission du VIH. Et on va vers une stratégie de treatment as prevention, qu'on verra un petit peu plus loin, où on va mettre le traitement non seulement au cœur comme outil curatif, mais aussi comme outil pour prévenir les nouvelles infections. Donc toutes ces évolutions contribuent à augmenter les besoins en financement pour financer ces nouveaux besoins en traitement. Dans le même temps, on observe sur la décennie précédente et récemment, une stagnation donc, de l'aide internationale allouée au VIH. Donc on a eu une très forte augmentation de l'aide allouée au VIH au début des années 2000, qui s'est arrêtée à partir de la crise. En fait, cette dynamique s'est stoppée à partir de la crise financière de 2008. Et depuis, donc, on a vraiment une stagnation avec une augmentation, pas d'augmentation d'une année sur l'autre de l'aide internationale allouée au VIH. Et donc en 2012, l'évolution est légèrement à la hausse, une petite augmentation de quelques pourcents, qui est essentiellement due à l'aide financière en provenance des États-Unis, alors que l'aide en provenance de l'Europe continue de diminuer. Donc cette baisse des financements internationaux est en partie seulement compensée par une augmentation des dépenses publiques nationales qui sont allouées au VIH. Donc pour la seconde année consécutive, les financements nationaux sont plus élevés que les financements internationaux, donc au total. Et on observe donc que 51 pays financent plus de 75% de leurs dépenses totales du VIH, que 81 pays ont augmenté leurs dépenses nationales de plus de 50% entre 2006 et 2011, ce qui est important. Mais en Afrique, il y a seulement 6 pays qui ont atteint l'objectif d'allouer 15% des dépenses nationales publiques de santé, des dépenses publiques à la santé. Et la plupart, beaucoup de pays restent fortement dépendants de l'aide internationale, donc à plus de 70%, pour financer leur programme VIH et l'accès au traitement. Et enfin, une dernière caractéristique importante du contexte, c'est que la plupart des pays d'Afrique subsaharienne connaissent une crise très importante des ressources humaines pour la santé, qui est la conséquence des politiques d'ajustement structurel qui ont été menées dans les années 90 et qui ont conduit à un sous-investissement chronique dans les ressources humaines, avec donc un gel des recrutements et des salaires. Donc on observe aujourd'hui une situation de déficit en ressources humaines les plus qualifiées, notamment en médecins. Donc vous voyez ici quelques ratios du nombre de médecins pour 10 000 habitants, qui sont en moyenne au Cameroun de 2 par exemple, comparé à 33 en France, sachant que ce sont des ratios moyens avec des fortes inégalités également sur le territoire. Et puis les ressources humaines sont aussi très fragilisées par la baisse des salaires réels. Donc le gel des salaires et la dévaluation du franc CFA combiné ont conduit à une baisse importante donc des salaires réels qui n'a toujours pas été rattrapée aujourd'hui. Donc ces conditions de travail ont des effets bien sûr sur le comportement et sur la motivation des ressources humaines. Donc, dans un contexte de ressources, de fortes contraintes en ressources à la fois humaines, techniques et financières, donc la question que l'on s'est posée,
c'est de savoir quelles vont être dans ce contexte-là les stratégies optimales de traitement du VIH. Donc on peut se poser plusieurs questions. D'abord, comment est-ce qu'on peut délivrer le traitement antirétroviral au plus grand nombre de personnes? Et une option possible, une stratégie possible est la décentralisation de la prise en charge, dont on va voir la faisabilité. Est-ce qu'il est possible aussi de déléguer les tâches, une partie des tâches du médecin vers des personnels moins qualifiés pour faire face à la pénurie en ressources humaines? Et comment optimiser l'utilisation des antirétroviraux? Quelle stratégie de suivi des patients traités? Est-ce qu'il faut envisager un suivi clinique uniquement ou introduire un suivi biologique? Et enfin, on verra aussi la stratégie donc, de traitement comme outil de prévention, quelques éléments de réflexion sur cette stratégie-là. Donc la première partie va porter sur la question de comment délivrer le traitement antirétroviral au plus grand nombre. Donc la décentralisation a été envisagée comme une stratégie clé pour atteindre l'accès universel aux antirétroviraux. Alors qu'est-ce que c'est que la décentralisation? Le principe, c'est d'assurer donc la délivrance du traitement antirétroviral à des niveaux décentralisés de l'offre de soins, donc en s'appuyant sur le système de santé existant et en créant des unités de prise en charge du VIH dans des hôpitaux, dans des structures décentralisées qui bénéficient de moins de moyens techniques et humains par rapport aux hôpitaux de référence où, au début de la mise en place du traitement antirétroviral, était vraiment centralisée la prise en charge. Donc cette décentralisation, elle soulève vraiment des défis importants au système de santé d'Afrique subsaharienne, puisqu'on sait, l'expérience nous avait appris qu'une prise en charge optimale par antirétroviral nécessitait à la fois une initiation précoce, mais aussi donc, un suivi à vie avec un niveau d'observance élevé tout au long du traitement et une prise en charge globale. Donc une exigence des contraintes fortes pour avoir une prise en charge optimale dans un contexte de système de santé qui est peu performant avec des fortes contraintes. Donc dans ce contexte-là, quelle va être l'efficacité de la prise en charge décentralisée et quelle va être la capacité finalement de l'offre de soins à assurer cette prise en charge. Donc on a étudié ces questions à partir de l'expérience du programme camerounais d'accès aux antirétroviraux. Donc le Cameroun avait mis en place une stratégie originale dans le cadre de son programme qui reposait d'abord sur la décentralisation de la prise en charge avec une intégration des soins du VIH au sein des structures de santé existantes dans le cadre d'une prise en charge globale. Donc le gouvernement a créé entre 2001 et 2002 plusieurs centres de traitement agréés dans les hôpitaux de référence nationale, donc dans la capitale, et aussi dans les hôpitaux de référence provinciale. Et à partir de 2005, la décentralisation est allée jusqu'au niveau du district où des services VIH, donc les UPEC, les unités de prise en charge, ont été créés dans les hôpitaux de district. Et puis le programme camerounais s'appuie aussi sur un modèle de soins qui est simplifié, qui se base sur les recommandations de l'OMS, avec un certain nombre, quatre stratégies identifiées en première ligne et 4 stratégies thérapeutiques identifiées pour les secondes lignes, où le médecin est au centre de la prise en charge et donc c'est le médecin qui décide de l'initiation du traitement dans le cadre d'un comité thérapeutique et qui effectue le suivi des patients. Donc l'étude que l'on a conduite donc, au Cameroun, il s'agissait d'une enquête transversale qui a été réalisée dans 27 services de prise en charge du VIH à différents niveaux donc, du système de santé, à des niveaux centralisés et décentralisés.
Et donc cette étude a montré que la décentralisation était faisable et que les patients qui étaient suivis dans les services VIH décentralisés avaient des bénéfices cliniques qui étaient similaires à ceux des patients qui étaient suivis dans les services VIH centralisés et voire même meilleurs pour certains indicateurs. Donc on a trouvé que le gain moyen de CD4 était équivalent que le patient soit suivi dans un service centralisé ou dans un service décentralisé, y compris après ajustement en analyse multivariée. L'observance était plus élevée chez les patients qui étaient suivis dans des services décentralisés. Et ce meilleur résultat était maintenu après ajustement en analyse multivariée. Et concernant la qualité de vie physique, qui était évaluée à partir d'une échelle de qualité de vie, le SF12, je ne sais pas si vous la connaissez, qui mesure la qualité de vie générale, était comparable que les patients soient suivis dans des services VIH centralisés ou décentralisés pour la qualité de vie physique, et elle était même meilleure pour la qualité de vie mentale dans les services décentralisés. Donc, par contre, ce qu'a montré l'étude, c'était qu'il y avait des contraintes liées à l'offre de soins, et notamment liées au déficit en ressources humaines qualifiées. Donc, ces contraintes, en fait, n'étaient pas liées au niveau de décentralisation, mais elles pouvaient être observées, quel que soit finalement le niveau de décentralisation, aussi bien dans les services centralisés, les plus grands hôpitaux, que dans les services dans les petits hôpitaux décentralisés. Et donc on a observé que c'était essentiellement des contraintes liées aux ressources humaines. Par exemple, pour le lien en CD4 et la qualité de vie mentale et physique était limité, donc avait un nombre élevé de patients par personnel soignant, donc avait un impact négatif sur ces critères d'efficacité. Et pour l'observance et la qualité de vie mentale, l'absence de soutien psychosocial par du personnel spécialisé avait aussi un impact négatif. Donc face à la situation donc, de pénurie des médecins qu'on a souligné tout à l'heure, l'OMS a recommandé une stratégie donc, de délégation des tâches, donc, qui consiste à déléguer certains soins VIH vers des personnels moins qualifiés, les infirmiers, mais aussi du personnel communautaire. Et donc dans cette étude, on a essayé d'évaluer l'efficacité de la délégation des tâches à partir de données de cohortes au Cameroun sur un certain nombre de critères. Donc on a retenu la suppression virale, le gain en CD4, la mortalité et la progression clinique vers un stade 4 ou vers le décès. Et donc en termes de délégation des tâches, en fait, les médecins continuaient à être responsables de l'initiation du traitement. Par contre, les infirmiers étaient impliqués dans le suivi des patients. Et donc, on a construit un indicateur de délégation qui était mesuré par le nombre de consultations faites par les infirmiers sur le nombre de consultations faites par le médecin sur 2 années de suivi. Et on a étudié donc, les relations entre ces indicateurs, ces outcomes cliniques et cet indicateur de délégation des tâches. Et donc on a mis en évidence qu'il n'y avait aucun impact, aucun effet de la délégation des tâches sur ces différents outcomes. Donc on va maintenant voir la question de la stratégie donc, de suivi des patients
VIH qui sont traités par antirétroviraux, et notamment la question du suivi biologique. Donc, faut-il introduire ou non un suivi biologique pour ces patients? Donc, dans les pays du Nord, dans les pays dits à haut revenu, les patients, donc, comme vous le savez, sont suivis à partir de mesures biologiques des CD4 et de la charge virale qui permettent de détecter les échecs virologiques et donc d'introduire un nouveau traitement si besoin pour ces patients-là. Les recommandations qui sont publiées par l'OMS pour la prise en charge des patients dans les pays du Sud, qui sont présentées ici, restent prudentes par rapport à l'utilisation de la charge virale et des CD4. Donc elles nous disent que les CD4 et la charge virale ne sont pas indispensables pour le suivi des patients sous traitement, mais que si les ressources le permettent, la charge virale peut être utilisée donc soit dans le cadre d'une approche ciblée pour confirmer la suspicion d'échec thérapeutique qu'on aurait pu avoir sur la base de critères immunologiques ou cliniques, ou soit dans le cadre d'une approche de routine où on va mesurer la charge virale tous les 6 mois, avec pour objectif de détecter les échecs virologiques plutôt que ne pourrait le faire si on se basait uniquement sur des critères cliniques ou immunologiques. Et donc les recommandations, dans ces recommandations, on souligne aussi le fait qu'il y a 3 essais en cours qui évaluent donc, les différentes stratégies de suivi des patients au Cameroun, en Thaïlande et en Zambie. Et donc je vais vous parler ici des résultats de l'essai qui a été conduit au Cameroun. Donc une autre question qui est centrale pour décider de l'introduction du suivi biologique dans les pays du Sud est la question donc, du coût-efficacité de cette stratégie, ou autrement dit, donc est-ce que le coût supplémentaire du suivi biologique va être compensé par les bénéfices cliniques que va apporter cette stratégie. Et donc les données de la littérature montraient en fait des résultats très contradictoires des études coût-efficacité qui avaient été réalisées, avec une première étude, une étude de Philips qui montrait, à partir d'une modélisation mathématique, des bénéfices qui étaient très modestes sur 20 ans, et donc qui concluait que la stratégie n'était pas co-efficace, puisque avec des bénéfices cliniques modestes et un coût élevé, elle ne pouvait pas être co-efficace. D'autres études qui concluaient à la non-co-efficacité de la stratégie de suivi biologique, bien qu'on mette en évidence un certain nombre de bénéfices cliniques significatifs. Et enfin, une seule étude qui mettait en évidence donc, un ratio co-efficacité favorable. Donc c'était une étude conduite en Côte d'Ivoire et qui concluait donc que dans la plupart des conditions, la stratégie de suivi biologique pouvait être co-efficace. Donc il faut noter que toutes ces études étaient basées sur des modélisations mathématiques, c'est-à-dire sur des simulations de cohortes, et aucune sur des données donc, observées à partir dans la vie réelle, donc à partir du suivi des patients. Donc l'objectif de l'étude était donc d'évaluer l'efficacité, le coût et le coût-efficacité d'une stratégie de suivi clinico-biologique qui intégrait donc un suivi de la charge virale et des CD4 et de le comparer à une stratégie de suivi clinique exclusif dans un contexte de décentralisation de l'offre de soins au niveau des districts au Cameroun.
Donc cette carte présente les sites de l'essai, qui ont été qui étaient tous situés dans la région du centre, qui est la région de la capitale au Cameroun. Et donc les sites qui ont été retenus pour participer à l'essai sont en violet. Donc il y en a 9. Et donc ce sont les équipes médicales qui étaient en place dans ces sites, qui ont assuré la réalisation de l'essai et la prise en charge des patients dans le cadre de cet essai. Donc le design de l'étude, tous les patients qui étaient éligibles, donc patients adultes naïfs de traitement et éligibles au traitement, étaient randomisés dans 2 groupes. Le premier groupe, donc la stratégie CLEAN, qui consiste en un suivi clinique exclusif, donc sans suivi de laboratoire, avec une décision de passer en deuxième ligne qui se basait uniquement sur des critères cliniques, avec la persistance d'événements de stade 3 ou 4, selon la définition de l'OMS. Et donc, dans le second groupe, les patients étaient suivis tous les 6 mois par des mesures de charge virale et de CD4, avec un suivi clinique en plus tous les 3 mois. Et la décision de passer en seconde ligne était basée sur la persistance de 2 charges virales supérieures à 5000 copies. Voilà. Donc les patients ont été suivis pendant 2 ans et le critère principal de jugement de l'essai était le gain en CD4 avec un critère de non-infériorité défini par un gain, par une différence inférieure à 25% entre les 2 groupes. Donc les résultats de l'évaluation de l'efficacité ont été publiés dans cet article. On voit ici le résultat obtenu sur le critère principal de jugement, donc sur le gain en CD4. Donc la courbe avec la courbe bleue qui présente l'évolution du taux de CD4 dans la stratégie LAB et en rouge l'évolution du taux de CD4 dans la stratégie CLEAN. Donc après les 2 années de suivi, on avait un gain en CD4 de 206 dans la stratégie LAB et de 175 dans la stratégie CLEAN, avec une différence de 31 CD4 entre les 2 stratégies et un intervalle de confiance de moins 63 et plus 2. La marge de non-infériorité qui avait été définie était de moins 52 avec un intervalle de moins 58 à moins 45. Et donc l'essai n'a pas pu conclure, n'a pas pu démontrer la non-infériorité de la stratégie CLEAN, puisqu'on observe un chevauchement des marges de l'intervalle de confiance de la différence de la moyenne avec la marge de non-infériorité. Par rapport au changement de traitement, ici on avait les changements de traitement liés à des toxicités, qui équivaut plutôt à des changements de molécules et pas à des changements de lignes thérapeutiques. Donc on n'observe pas de différence significative entre les 2 groupes par rapport au changement de molécules. Par contre, par rapport au switch, au passage en deuxième ligne, à cause lié à un échec thérapeutique, on observe 13 patients dans le groupe LAG qui sont passés en deuxième ligne et aucun dans le groupe clinique, ce qui suggère effectivement que dans la stratégie LAB, on a pu identifier de façon plus précoce les échecs thérapeutiques par rapport à la stratégie CLEAN où les patients n'ont pas été passés en deuxième ligne alors que probablement il y a aussi des patients qui étaient en situation d'échec, non détectés sur la base des critères cliniques.
Donc, dans cette publication, donc, on a publié donc, les résultats de l'analyse coût-efficacité. Donc, l'analyse coût-efficacité repose sur la comparaison de la différence d'efficacité entre les deux stratégies et la différence de coût entre les deux stratégies, et on va calculer à partir de ces deux critères le ratio coût-efficacité incrémentale, donc on note ICER en anglais, qui correspond à la différence de coût sur la différence de survie. Donc c'est dans cette colonne, on voit la survie obtenue, la survie moyenne des deux stratégies, de chacune des stratégies. Donc si on prend l'analyse principale, on voit que dans la stratégie Lab, on avait une survie moyenne de 2,18 années versus 2,078 années dans la stratégie Clean. La différence entre les deux stratégies, ça équivaut à une différence de 37 jours. Si on regarde maintenant le coût moyen de la stratégie Lab, donc il est de 1371 dans le premier scénario, qui correspond en fait à un scénario où la charge virale, le prix de la charge virale était celui de la technologie Abbott. Donc dans ce scénario-là, on avait un coût de la charge virale et des CD4 qui était égal à 95 $, c'est le scénario le plus élevé, soit une différence de coût entre les deux stratégies d'environ 500 $. Et dans le deuxième scénario, qui correspond à un scénario où on utilisait une technique de charge virale générique, moins coûteuse, avec donc un coût de la charge virale et des CD4 qui était de seulement 63 $. On observe une différence de coût entre les deux stratégies de seulement 300 $. Et donc quand on calcule le ratio coût-efficacité incrémentale, on a un ratio qui est proche de 5 000 $ dans le scénario 1. Donc c'est la différence de coût sur la différence de survie, et qui est égale à 3 300 pour le scénario 2. Donc pour pouvoir conclure quelque chose par rapport à ces indicateurs de coût-efficacité, il faut pouvoir les comparer par rapport à un seuil coût-efficacité qui est considéré comme le prix acceptable que l'on peut payer pour une nouvelle intervention. Donc l'OMS recommande dans les pays du Sud d'utiliser un seuil coût-efficacité qui correspond à 3 fois le PIB par habitant, et donc de décider d'introduire une nouvelle stratégie si le ratio coût-efficacité de la stratégie est inférieur à ce seuil-là. Donc dans ce graphique en fait montre la probabilité d'être coût-efficace selon les deux scénarios. Et donc on voit que quand on est donc dans le scénario 1 qui est le plus coûteux, la probabilité d'être coût-efficace quand on a au seuil de 3 fois le PIB par habitant est quasi nulle. Par contre, dans le scénario 2, lorsqu'on utilise une charge virale, une technique de charge virale générique, moins coûteuse, on est coût-efficace à 80%, on a une probabilité d'être coût-efficace qui est égale à 80%. Alors les conclusions sur le suivi biologique de cette étude sur le suivi biologique montrent que les résultats sont en faveur du suivi biologique des patients traités par antirétroviraux dans les pays à faible ressource. On n'a pas pu démontrer la non-infériorité sur le critère de jugement principal, mais on a bien observé des différences significatives en termes de changement de traitement. Et par rapport à la question du coût-efficacité, la stratégie de suivi biologique peut être plus efficace sous certaines conditions. Donc par rapport, si on prend un critère de 3 fois le PIB par habitant, la stratégie est coût-efficace lorsque la charge virale et les CD4 ont un coût inférieur à 69 $, ce qui était le cas au Cameroun au moment de l'étude avec la technique générique.
Et enfin, on a montré aussi que la stratégie est particulièrement efficace chez les patients qui initient un traitement avec un taux de CD4 inférieur à 200, parce qu'on va avoir un bénéfice beaucoup plus important en termes d'années de vie gagnée chez ces patients. Alors la dernière partie donc, porte sur le traitement comme stratégie de prévention. Donc on sait aujourd'hui que le taux de transmission dépend de la charge virale du partenaire infecté dans les couples sérodiscordants. Et donc on voit dans cette étude que plus la charge virale est élevée et plus le risque de transmission est important. Et notamment dans le cadre de le traitement donc, va fortement réduire, par son action sur la charge virale, sur le contrôle de la charge virale, fortement réduire le risque de transmission. Et aujourd'hui, donc, on sait que la PTME réduit donc, de 99% le risque de transmission du VIH à l'enfant. On a de plus en plus d'arguments pour le traitement comme stratégie de prévention. On a d'abord plusieurs études cliniques récentes qui mettent en évidence que l'initiation précoce du traitement réduit à la fois la mortalité et la morbidité. Donc on a des bénéfices individuels cliniques, sauf si l'observance et la rétention dans le traitement diminuent. Ce qui peut arriver, ce qui n'est pas impossible quand les patients démarrent un traitement alors qu'ils n'en sentent pas la nécessité, puisqu'ils ne sont pas malades. On a aussi plusieurs études récentes qui montrent un effet vraiment drastique du traitement sur la réduction de la transmission du VIH aux partenaires. Donc avec une étude de Donnell en 2010 qui a mis en évidence donc, dans une cohorte une réduction de 92% de la transmission donc, chez les couples dont le partenaire infecté était traité selon les recommandations en vigueur, donc c'était un taux de CD4 inférieur à 250. Et lorsqu'on initie le traitement de façon plus précoce, donc à des taux compris entre 350 et 550, on observe une réduction qui est encore plus importante et qui est de 96%. Et enfin, une dernière étude majeure qui a été publiée en 2013 met en évidence, au-delà de ces effets individuels, donc au niveau du couple, des effets au niveau de la population, à partir d'une étude de cohorte qui a inclus 16 000 individus en Afrique du Sud. Et donc les résultats mettent en évidence que les personnes qui ne sont pas infectées et qui vivent dans une communauté où la couverture en antirétroviraux est élevée, donc comprise entre 30 et 40%, ont un risque de 38% plus faible d'être infectées par le VIH qu'une personne qui va vivre dans une communauté où la couverture en antirétrovirale est faible. C'est-à-dire inférieure, les patients séropositifs ayant besoin d'un traitement sont traités pour moins de 10% d'entre eux. On a par ailleurs de grandes difficultés à trouver des actions efficaces de prévention de la transmission sexuelle du VIH. Et donc face à ces bénéfices et ce pouvoir du traitement antirétroviral, à la fois en termes curatifs et préventifs, on arrive de plus en plus à l'idée d'utiliser le traitement comme stratégie de prévention, ce qui revient à initier en fait à traiter le plus tôt possible pour identifier l'infection au stade le plus précoce possible pour éviter et traiter immédiatement, pour éviter d'avoir une période sans traitement ou à fort risque de transmission. Et donc c'est la stratégie aussi qu'on peut appeler de tester et traiter immédiatement, quel que soit le taux de CD4 de la personne.
Donc cette stratégie, elle soulève des enjeux considérables en termes de politique publique, mais je voudrais surtout souligner ici les enjeux en termes économiques. Donc d'abord, on attend un coût élevé de cette stratégie qui aujourd'hui n'a pas été encore implémentée dans le cadre d'aucun programme et qui commence à être mise en œuvre dans le cadre d'essais randomisés. Donc on attend des coûts élevés, avec notamment du fait qu'il va y avoir des nouvelles composantes de programmes à intégrer dont les coûts sont inconnus, comme le dépistage quasi universel de tous les patients, qui va nécessiter une stratégie très active en termes de dépistage. Et donc la question est de savoir si ces coûts élevés vont être compensés finalement à long terme par les bénéfices du traitement antirétroviral en termes de nouvelles infections évitées et en termes d'années de vie gagnées. Donc ça soulève la question de la soutenabilité financière à long terme de cette stratégie et aussi la question de l'équité dans l'accès au traitement, puisque si tous les moyens sont mis pour traiter tôt les patients dès qu'ils sont dépistés, est-ce qu'on aura les moyens financiers pour assurer cette stratégie à tous les patients qui en auront besoin, ou est-ce que ce se fera au détriment de personnes qui n'auront au final pas accès au traitement alors qu'ils en ont vraiment besoin. Donc, aujourd'hui, quelles sont les connaissances sur le coût-efficacité de la stratégie TASP? On a seulement des résultats d'études qui ont été, le résultat d'une étude qui a été effectuée à partir de modélisation mathématique et qui compare donc la stratégie TASP du traitement immédiat, donc dès le dépistage, quel que soit le taux de CD4, avec une stratégie de référence où on initie lorsque le taux de CD4 est inférieur à 200. Et donc les auteurs montrent qu'après 40 ans, à l'horizon de 40 années, on pourrait éviter 3 millions de nouvelles infections et 6 millions de décès. Et qu'au final, cette stratégie, elle serait cost-effective, donc elle permettrait de réduire les coûts de 9,6 millions de dollars, c'est-à-dire qu'elle serait au final moins coûteuse que la stratégie actuelle d'initier le traitement à un taux de CD4 inférieur à 200. Voilà. Mais alors cette étude a des limites, comme il s'agit d'une modélisation mathématique qui fait des hypothèses très fortes qui restent à valider, puisqu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans la vraie vie si on met en place cette stratégie de treatment as prevention, et donc notamment les hypothèses en termes de couverture de dépistage. Donc on estime un taux de 80%, donc 80% des patients seront dépistés, 90% des personnes seront dépistées et 92% des personnes dépistées séropositives accepteront d'être traitées. Et c'est les données actuelles qu'on observe dans des situations, dans des contextes spécifiques, montrent que ces hypothèses-là sont très fortes et que vraisemblablement on sera à des taux bien en dessous si on met en place cette stratégie. Donc on a besoin de données empiriques pour évaluer le coût-efficacité de la stratégie TASP. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire dans le cadre d'un essai qui est financé par la NRS, qui se déroule en Afrique du Sud, dans le district du KwaZulu-Natal. Et donc dans le cadre de cet essai, c'est un essai qui est randomisé en cluster qui comprend deux composantes. Une composante où on fait un dépistage systématique à domicile, donc auprès de l'ensemble de la population de la zone d'études, donc un dépistage à domicile répété chaque 6 mois. Et dès qu'il y a un diagnostic de VIH, un traitement antirétroviral est proposé. Et donc là, on a une randomisation dans 2 bras. Soit le traitement est initié immédiatement dans le groupe intervention, donc quel que soit le taux de CD4, soit le traitement est initié selon les recommandations nationales dans le groupe contrôle.
Et l'objectif, donc le critère principal de jugement de l'étude, va être de mesurer l'effet sur la réduction d'incidence des nouvelles infections du VIH dans la population générale de cette stratégie. Et donc à partir de ces données-là, on pourra réaliser une évaluation aussi du coût et du coût efficacité de cette stratégie à partir de données réelles observées en situation réelle. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Public nombreux. Sur ce type d'études que vous avez présenté, on tient compte évidemment, parce que si j'ai bien suivi, d'ailleurs dans un certain nombre d'études, pour être un peu brutal, labo versus non-labo. Donc on tient compte, par exemple, dans les derniers travaux, si on n'a pas besoin du taux de CD4, même ou un certain coût, on en tient compte dans le coût. On parle de stratégie, finalement il y a une stratégie, dans l'Afrique du Sud, si je comprends bien, une stratégie dans laquelle on a besoin d'avoir régulièrement une numération des CD4 pour décider de traiter ou non, puis l'autre bras, on n'a pas besoin de ça. Donc je veux dire, la numération des CD4 elle-même, j'imagine un certain coût, je ne sais pas combien, mais c'est un certain coût. Ça, bien sûr, on en tient compte, après, quand on compte à la fin les choses, on tient compte que, de fait, dans un bras, d'emblée, il est d'emblée moins cher, mais si on regarde l'autre, il est d'emblée plus cher. Oui, bien sûr. Du coup, c'est effectivement ce qui explique, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les différences de coût entre les deux stratégies, mais bien évidemment, la grosse différence de coût est expliquée notamment par les coûts des examens biologiques dans la stratégie de laboratoire. C'est ce qui va représenter la plus grosse... c'est ce qui va expliquer la plus grande part de la différence de coût, même s'il peut y avoir d'autres différences. Par exemple sur les hospitalisations, parce que si le suivi biologique et clinique permet du coup d'éviter d'avoir des échecs thérapeutiques qui dégénèrent en infection en stade 3 ou stade 4, on peut aussi éviter les hospitalisations, donc on peut aussi avoir des différences de coûts sur les hospitalisations. On tient compte de l'ensemble des ressources qui sont consommées, utilisées pour la prise en charge de ces patients, que ce soit les ressources en termes d'examen biologique, en termes d'hospitalisation, en termes de ressources humaines pour les consultations, toutes les ressources médicales. Par contre, on n'a pas inclus les ressources dites supportées par les patients. Par exemple, les coûts de transport, qui peuvent être supportés par les patients pour des données médicales, ne sont pas inclus dans ces données-ci. Pour en venir au travail sur le Cameroun, c'est la valeur de 69 €, si je me souviens bien, qui était un peu un seuil, ça par patient. Donc ça, l'idée, c'est que cette valeur de 69 € est supportée par l'État du Cameroun, c'est ça? Non, en fait, c'est le... Pas compris qu'il est payé en pratique, 69 €. Et puis derrière, il y a une deuxième question. Il peut y avoir plusieurs sources de payeurs pour une certaine somme donnée. Alors là, on n'a pas tenu compte des sources de financement, c'est-à-dire on a estimé le coût, s'il devait le coût total tel que le coût réel, disons. Parce que par exemple, les antirétroviraux, ils sont financés par l'aide internationale au Cameroun, mais on les a pris en compte, valorisés voilà, dans l'analyse. Donc ce n'est pas le coût pour le ministère de la Santé, par exemple, parce qu'il ne va pas payer. Voilà. Mais c'est un coût réel. Après, il faut voir qui le paye, comment se répartit le paiement, mais c'est un coût réel. Après, voilà, il faut voir qui paye en fait. C'est vrai que c'est une autre question qui paye. Et donc, la conclusion, c'est de... Alors, comment ça se rapporte à cette histoire du 3 fois le PIB? C'est ça qui n'est pas très clair. Le 3 fois le PIB, c'est un seuil fictif. Enfin, fictif. C'est un seuil
Voilà, mais qu'on se donne, par exemple, par rapport à ça, en fait, ça représente le niveau de vie du pays. Et comme on pourrait raisonner par rapport au niveau individuel. Et donc le pays peut s'offrir, entre guillemets, la stratégie si elle coûte moins de 3 fois son PIB. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il va tout payer. Mais on pense quand même qu'il a la capacité financière de supporter ce coût-là. Parce qu'il faut, même s'il peut y avoir de l'aide internationale, il faut que sur le long terme, ce soit quand même supportable par le pays. Et dans ce type d'études, parce que là, on parle de poste de dépenses, en fond, on est en train de regarder des dépenses, l'achat de médicaments, du temps de travail, etc. Est-ce que l'on valorise dans le sens, je peux dire une colonne positive cette fois-ci, en disant que si on a gagné tant de vie, tant de choses, ça se valorise, parce que c'est pas le Cameroun, 10 ans de travail au Cameroun, ça vaut tant, et ainsi de suite. Alors, voilà, si on arrive à faire une balance entre ce que vous avez présenté, pour moi, je suis peut-être un peu schématique, mais qui pour moi est dans la colonne de dépenses, et est-ce qu'on arrive à mettre en balance une colonne qui serait une colonne en recette, entre guillemets, qui est pour une fois de dire, ben voilà, si on gagne tant de mois, tant d'années de vie, qui correspond par exemple à tant d'années de travail ou moins de travail, parce que ça peut se valoriser, se mettre en rapport, évidemment, pour balancer, si j'ose dire, les allocations de moyens avec ce qu'on en tire au-delà de, il y a des gens, ce qui est une bonne chose, qui sont plutôt en meilleure santé et qui meurent moins. Pour les médecins, il y a quand même un objectif raisonnable, suffisant, mais est-ce qu'au-delà de ça, est-ce qu'on peut valoriser? Alors effectivement, dans cette analyse, on a pris en compte que les bénéfices cliniques individuels, donc en termes de mortalité, mais on peut très bien, et c'était un objectif aussi pour aller plus loin, de mesurer les bénéfices pour la société du fait du nombre, de la meilleure productivité des personnes qui vont être moins malades et qui vont avec une mortalité plus faible. On peut avoir des gains aussi au niveau de la société en termes économiques avec des gains de production qui peuvent très bien être valorisés mais qu'on n'a effectivement pas pris en compte dans cette analyse. Est-ce que, si je comprends, est-ce qu'en augmentant le salaire des médecins, on pourrait éviter en partie de cette stratégie, c'est-à-dire qu'il y aurait plus de médecins et que en fait, ça fait en tout baisser le coût. Est-ce qu'en payant mieux les médecins, on gagnerait un peu d'argent par rapport à tout le reste de la stratégie? Oui, j'avais la même question, la formule 40, mais fondamentalement c'est la même question, s'il y a des travaux qui vont après dans une enveloppe de $1000, si on alloue 50% effectivement au personnel soignant, ou bien si on alloue 70% à l'achat des médicaments, ainsi de suite. C'est la même question, parce que les travaux montrent dans une enveloppe l'effet de l'allocation à tel ou tel poste de dépense. À ma connaissance, non. J'avais exactement la même question. Pour rebondir sur ce que vous avez montré, à la fois il y a une pénurie et qui ne va pas s'arranger parce que c'est sûr que si on ne paye pas les gens, on a du mal à penser sur le travail. En d'autres termes, la stratégie économique et il faut plus payer le pharmacien et moins le médecin. Et on ne demande même pas de poser cette question, puisqu'il n'y a pas de travail fait. C'est en fait ça. Je pense qu'on a la même question encore une fois, c'est-à-dire voilà, si on décide d'allouer 10 millions d'euros dans telle région pour faire des traitements anti-rétroviraux dans telle circonstance, quelle est la cost effectiveness dans les 10 millions, je mets 5 millions sur le personnel soignant et 5 millions sur le reste, je mets 8 millions sur le personnel soignant et que n'achète que 2 millions de pilules et ainsi de suite. C'est-à-dire que si on à budget constant, à allocation constante, la ventilation de l'allocation constante entre différents postes, on peut rapidement identifier une dizaine de postes où à la louche, il y a le personnel soignant au sens large, il y a l'achat des médicaments eux-mêmes, si on met des tests, il y a la biologie, puis après il va y avoir encore un de postes, il y a un poste support, etc. Bref, j'imagine qu'on va pouvoir assez facilement identifier entre 5 et 10 postes là-dedans, et donc on va essayer des travaux qui évalue, si je mets 1 euro dans le personnel soignant, plutôt que dans les médicaments ou dans les tests biologiques, c'est un peu fait les tests, est-ce que c'est plus efficace? Non, j'ai pas de... Pour rebondir sur votre première remarque, qui veut dire qu'il y a une hémorragie entre guillemets dans le fond du personnel soignant au sens large, médecin et pas médecin,
et un peu une hémorragie personnelle soignant pour prendre en charge les patients, parce que pour des raisons que vous avez indiquées, personnel, éventuellement pas. Voilà la question, c'est si on paye un peu plus les infirmiers ou les médecins et les pharmaciens, est-ce que ça sera plus efficace? Non, je n'ai pas connaissance d'études. Quitte à acheter 10% de moins de pilules, entre guillemets, et voilà, c'est un peu ça l'idée. Non, sur le retour, entre guillemets, sur investissement, une meilleure rémunération des soignants, je n'ai pas de... Il ne vaut pas mieux acheter un peu moins de pilules et qu'elles soient mieux distribuées. Donc ça va supposer qu'il y ait un peu plus de moyens humains versus j'achète autant de pilules, mais pas beaucoup de moyens humains, donc finalement, peut-être qu'elles ne sont pas si bien distribuées que ça, pas de mission. C'est vrai que du coup, les conclusions des différentes études qui ont été faites pour évaluer la délégation des tâches, quand même, en tout cas, c'est plus facile d'orienter vers les politiques vers la délégation des tâches. Les États, les gouvernements africains sont très réticents à augmenter en fait les salaires parce qu'ils sont très réticents, ça augmente automatiquement les budgets pour la santé et ils sont très réticents à avoir cet effet qu'après il faut les payer, quoi. Et l'aide internationale est très réticente aussi à financer les salaires des fonctionnaires. Donc du coup, on se retrouve effectivement, il n'y a pas beaucoup de choses qui évoluent dans ce domaine-là, et on cherche plus à faire face à la pénurie en impliquant d'autres ressources humaines moins qualifiées et noter aussi les communautés avec des modèles de soins aussi qui sont basés sur les communautés dans les villages, les familles, les pères, etc. Vanessa, pareil fort, on ne nous entend absolument pas. Je disais, parce que je suis camerounaise, je disais au Cameroun, les émissions sont très bien payées. Donc je ne pense pas que, en parlant, disons que le fait que les émissions soient bien payées, les études n'avancent pas. Et en plus, les traitements ARV au Cameroun sont gratuits, donc il n'y a pas de coût sur le personnel. Alors sur la question des traitements sont gratuits, c'est vrai, mais c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que ça ne coûte rien. La gratuité, ça a un coût. C'est pas le patient qui paye et c'est pas l'hôpital qui paye non plus. Aujourd'hui, c'est l'aide internationale qui paye les antirétroviraux au Cameroun, mais ça a un coût. C'est pas gratuit. Ils sont achetés sur les marchés internationaux, les médicaments. Donc c'est pour ça que je disais, on a valorisé l'ensemble des ressources. Des ressources médicales dont on a besoin pour la prise en charge, on les a valorisées au prix sur les marchés actuels, donc sur les marchés des antirétroviraux internationaux pour les médicaments antirétroviraux par exemple. Donc ça c'est sur cette question-là. Et sur la question des médecins, alors vous devez savoir mieux que moi, mais les salaires en tout cas, au Cameroun, vous me corrigerez, il y a la partie le salaire fonction publique qui est payé par l'État, qui est, donc moi à ma connaissance, qui n'a pas été beaucoup valorisé, et même s'il y a eu des revalorisations effectivement récentes, mais qui n'a pas été valorisé pendant très longtemps. Et ensuite, les médecins ont accès à d'autres rémunérations dans l'hôpital liées à l'activité en fait, et qui sont des enveloppes qui viennent s'ajouter à leur salaire, qui dépendent de l'activité où ils travaillent, enfin de l'hôpital où ils travaillent, et je pense que cette enveloppe-là est très variable en fait selon l'hôpital. Pour les hôpitaux, les grands hôpitaux à Yaoundé, etc., et sur la spécialisation aussi, elles peuvent être relativement intéressantes en conséquence, et jusqu'à effectivement doubler le salaire, enfin voilà, vraiment, c'est pas une petite prime anecdotique. Par contre, en milieu rural, dans des petits hôpitaux où l'activité est beaucoup plus faible, etc., je pense que les médecins n'ont pas du tout accès à ces mêmes avantages, et que du coup, il y a quand même il y a quand même des soucis dans ces situations-là. Avec une densité qui reste faible aussi. Voilà, il y a quand même... Relativement faible.
Et c'est sûr que les médecins ils sont concentrés dans les grands hôpitaux, dans les grandes villes, où l'activité et où la rentabilité est bien plus intéressante par rapport au milieu rural, où les opportunités sont. Allez, on a la place pour une dernière question. C'est une dernière question. Merci Sylvie de nous avoir fait ce grand élargi économique, mais excusez-moi pour la question de Maïs, je suis économiste. Et on entend beaucoup parler actuellement de financement basé sur les résultats. Et maintenant, avec tout ce que tu as appris, en commençant par la problématique de cette question de pénurie du personnel, des ressources humaines, la problématique des ressources humaines, de santé, les tests cliniques. Et puis, on termine par les classes. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites en posant ces trois questions? Le financement basé sur les résultats, tu vois ce que c'est, non? Voilà, et les classes, et puis la délégation des tâches. Parce que c'est, mon point de vue, c'est en faisant le lien un peu sur ces questions-là, on arrive à comprendre un peu combien ça coûte, qu'est-ce qu'on fait avec le coût, et qui paye quoi, et comment on arrive à rendre efficient la question des efficacité de traitement et de la qualité des soins. Alors dans le TASP, c'est tout nouveau, on va dire. Donc évidemment, là je ne suis pas rentrée plus en détail, mais le modèle de prise en charge dans TASP, il est basé sur les infirmiers en fait. Donc ce sont plus les médecins qui font la prise en charge, l'initiation du traitement antirétroviral des patients qui sont identifiés séropositifs. Ce sont des infirmiers avec une supervision des médecins pour les cas compliqués. Donc les infirmiers peuvent faire appel aux médecins, une supervision peut-être une fois par semaine. Pour ces cas compliqués, donc effectivement la délégation des tâches elle est introduite dans le modèle, enfin dans le TASP, dans le cadre, le modèle en tout cas qui est mis en place dans le cadre de l'essai financé par l'ANRS. Et donc à la fin, quand on va étudier le coût de cette stratégie, parce que c'est notre objectif, on va prendre en compte cet élément-là. Et pour l'instant, ça n'a pas encore été fait. Bon, mais donc ça nous donnera le plaisir de vous accueillir prochainement pour présenter, commenter les résultats du travail. Merci beaucoup.